Madame, monsieur, bonsoir. C'était les clubs, c'est l'heure de jeu, une heure pour faire le tour de l'actualité de cette 25e journée de Super League. Un week-end marqué par des images que l'on n'aime pas beaucoup voir, celles des supporters ou des ultras de Grasshopper qui ont fait arrêter le match du côté du FC Sion alors que les Valaisans menaient 2-0. Une scène ou des scènes qui vont faire encore beaucoup parler d'elles. Sur ce plateau, pour parler de tout cela, Johan Lonfam nous avait accompagné tout le week-end. Bonsoir, Johan. Mathias. Bonsoir Vincent pour la rédaction de Téléclub. Bonsoir, et Mathias. puis bonsoir Thierry Barnera. Vous êtes genevois, vous êtes dans la structure du Lausanne Sport, avec un titre particulier, responsable de la méthodologie et du développement de la performance. Vous allez nous expliquer ce qui se cache derrière cette appellation. En gros, vous êtes un des meilleurs spécialistes européens du poste de gardien, on peut dire ça comme ça ? Je m'occupe des gardiens de but, oui. Ouais. Avec 2-3 développements. Et avec toute la modestie qui vous caractérise. Donc, avant de parler prise de décision, vision périphérique et conditions, on va parler des performances de deux clubs qui vous tiennent à cœur, Servette évidemment, et puis du Lausanne Sport. On parle un petit peu Challenge League avec vous, Vincent. Oui, le LS qui n'a pas tremblé sur la pelouse du Lipo Park pour cette 25e journée. Chafouz est dans une mauvaise passe. 7 matchs sans victoire avant d'affronter le deuxième au classement à la 35e minute. Koura talonne pour Kukuruzovic. Belle ouverture pour Bouès dans le dos de la défense. Bouès qui retrouve Koura pour l'ouverture du score. C'est magnifiquement joué. Deuxième but de la saison pour l'ancien joueur de Nancy arrivé cet hiver. À l'heure de jeu, sur corner, Mevlia accroche légèrement l'Osli. Monsieur Horisberger désigne le point de pénalty. Difficile de se faire une idée sur la seule image dont on dispose, mais ça semble généreux. Dominguez n'a pas d'état d'âme. Le pénalty est imparable, 2-0. Le LS qui aurait pu l'emporter 3-0 sur une dernière tentative d'Oliveras. Binden se couche bien. Le LS restait sur 3 matchs nuls. Une victoire qui fait du bien pour Contini et ses hommes. Johan, le LS qui reste surtout sur 12 matchs sans défaite. Est-ce que vous les voyez revenir petit à petit sur le Servette ? Alors, ça va dépendre de la trajectoire de Servette qui accumule aussi les points, mais c'est vrai que ça fait du bien, je pense, pour le LS qui restait aussi sur beaucoup de matchs nuls. Ils avaient besoin de victoires, une victoire à l'extérieur en plus. Donc je pense que voilà, les deux clubs romans sont bien partis pour truster les 2 premières places de ce championnat. Ouais, Servette qui a eu chaud ce week-end. Oui. On va enchaîner avec les images de Servette qui a égalisé et qui est passé devant dans les toutes dernières secondes de sa rencontre. Oui, en effet, un Servette qui restait sur la plus large victoire de BCL de cette saison, une victoire 6-1 face à Chafouz qu'on vient de voir. Il se déplaçait sur la pelouse de Rapperswil, avant-dernier du championnat, et pourtant les Grenats se font surprendre à la demi-heure sur un long ballon de Schmitt. LS Lassier peut contrôler dans les 16 pour battre Frick. Les de Rapperswil qui étaient peut-être en position irrégulière, mais avec cet unique angle de vue, impossible d'en être certain. Les hommes de Geiger qui souffrent et Rapperswil a l'occasion de doubler la mise, bien lancé dans le dos de la défense par Teixeira. LS Lassier part affronter Frick. Il a Tourcasse seul au centre, mais il préfère y aller tout seul. Mauvaise décision, Servette a tremblé. Et les Grenats s'accrochent à la 91e sur un centre de Rouillé qui met dans la boîte. Chagas égalise. On commence à y croire et à croire à un retour du côté des Genevois. Et à la manière d'IB, en leader, Servette force la décision avec un centre de Sautier au deuxième poteau. Chagas qui venait de marquer remet devant la cage. Vutriche donne la victoire à Servette à la 94e. Geiger et les siens n'ont rien lâché et ont été récompensés. Johan, Servette nous ont surpris en début de saison. On peut arrêter d'être surpris. Non, je pense que maintenant, c'est des confirmations semaine après semaine. Ils ont eu peut-être en début de reprise un petit passage de moins bien, mais quand même, avec le nombre de points d'avance, on ne les attendait pas là, il faut être honnête, avec un effectif très jeune, un nouvel entraîneur. Donc là, ça fait plaisir de voir en tout cas les Servettiens à pareille fête. Et puis en plus, ils profitent d'une certaine baraka du leader pour marquer 2 buts dans les arrêts de jeu. Tout roule en tout cas pour l'instant du côté de Genève. Thierry, puisqu'on parle un peu de Challenge League, c'est quoi les spécificités du poste de gardien en BCL par rapport à ce qui se fait en Super League? Est-ce qu'il y a des différences ou est-ce que finalement on a la même philosophie? Non, il n'y a aucune différence. Si c'est que ça va plus vite, c'est comme quand vous faites de la Super League, vous allez en Champions League. La vitesse d'exécution est plus importante, donc à partir de là, on fait certaines adjonctions sur l'entraînement. Mais autrement, il n'y a rien. Il n'y a pas, par exemple, moins de travail sur le jeu au pied, la relance, où on va peut-être jouer plus long en BCL sur des terrains qui sont plus compliqués. On l'a vu, par exemple, c'était le cas
pour Servette là, dans ce match face à... L'adaptation technique par rapport à des situations, des contextes comme le terrain, oui. Mais autrement, en termes de travail, non. On est toujours la même chose. Et si on regarde les statistiques, elles sont très proches entre la Super League et la Challenge League. Bon, on va revenir sur les résultats de cette 25e journée de Challenge League avec les résultats également de cet après-midi. Alors, Schaffhouse s'est incliné face au LS 2-0. La victoire de Kriens sur Vaduz 2-1. Victoire sur le même score de Servette du côté de Rapperswil. Et puis Chiasso, la lanterne rouge qui s'est imposée face à Ville 3-1. Et la victoire d'Aro sur Winterthur au classement. Bien, Servette est toujours en tête avec 51 points, suit Lausanne avec 43. Ce qui nous intéresse, c'est également le bas du classement. Chiasso a quitté la place de relégable. C'est Rapperswil désormais qui est dernier avec 2 points de retard sur les Tessinois. Merci Vincent. On va profiter de vous avoir, Thierry Barnera, sur ce plateau pour parler justement cognition, vision de jeu, pour essayer de comprendre un petit peu ce que vous faites. On a tourné un reportage, on l'a vu avec la VAR, on le voit avec la VAR, la technologie prend de l'importance dans le football. L'arbitrage n'est pas le seul concerné, hein. Les techniques d'entraînement évoluent également. Vous misez beaucoup sur le cognitif. Un centre de performance à Lausanne et au service des athlètes de haut niveau. Loïc Refait a cherché à comprendre quelle était l'importance des neurosciences pour les sportifs. Plus vite, plus haut, plus fort, telle est la devise olympique. Mais à force de crever le plafond, l'être humain aurait-il atteint ses limites ? Selon une étude de l'Institut de recherche biomédicale et d'épidémiologie du sport, publiée en 2015, les performances stagnent et les records se font de plus en plus rares. Alors, si les seules aptitudes physiques et techniques ne suffisent plus, il faut désormais faire la différence ailleurs. Romain Bordas est à la tête du Sport Vision Center à Lausanne, où de nombreux athlètes tentent d'améliorer leurs performances cognitives. Maintenant, on va essayer d'aller chercher justement des aptitudes qui sont un peu différentes, qui seront plus cognitives, qui seront plus perceptibles. On va plus essayer de s'élever, on part du corps et on va essayer de s'élever au niveau du cerveau pour essayer d'aller travailler toutes ces zones qu'on a laissées peut-être un petit peu trop de côté pendant des années. Et c'est le bon moment, je pense, pour essayer d'aller gratter un petit peu plus loin sur quelle est la performance, qu'est-ce qui amène à une performance. Donc c'est intéressant d'aller chercher un petit peu ce qui est en amont de l'action motrice. 5, 7... 8 et Thomas 6. Castella, gardien du Lausanne Sport, suit un programme d'entraînement basé sur les neurosciences depuis une année. Cet après-midi, il enchaîne les exercices. La perception de l'athlète et sa vitesse de raisonnement sont mises à rude épreuve. L'objectif, améliorer sa vision périphérique, sa vitesse de réaction et sa capacité de concentration. Le cerveau consomme énormément, 1/5 de l'énergie disponible dans le corps. Alors l'endurance, ça se travaille aussi dans la tête. La commande motrice est faite par le cerveau. Donc ça veut dire qu'il y a un coût par rapport à ça. Il y a une énergie qui est consommée, que ce soit en termes d'oxygène ou en termes de sucre. Donc oui, on peut développer une endurance, on peut développer une véritable possibilité de conserver un haut niveau de perception, de cognition et développer les actions motrices qui seront précises. 4, 6. Le but du jeu, c'est de rester efficace jusqu'en fin de match. C'est justement ça tout l'intérêt. C'est de garder ce haut potentiel jusqu'à la fin d'un match. Le portier apprend à gérer les moments et alterner les séquences à faible et haute intensité de concentration. Cela permet de rester vigilant et décisif en fin de match, comme ici, face à Haro dans les arrêts de jeu. J'essaye à chaque fois, après chaque match, de cibler les moments du match où j'étais moins bien, où j'étais moins dans la zone, on va dire. Et avec Thierry, j'essaye de justement décrypter ces sensations pour trouver des schémas cognitifs pour essayer de retrouver cette concentration à 100%. Nous ne sommes qu'au début de l'amélioration de la performance grâce aux neurosciences. Mais les débouchés sont nombreux. Par exemple, 9 syndromes post-commotionnels sur 10 peuvent être traités efficacement selon Romain Bordas. Dans un sport qui va toujours plus vite et frappe toujours plus fort, ce n'est plus qu'une question de muscles. Thierry Barnera, on vous voit dans ce reportage. Un petit mot sur Romain Bordas ? Romain Bordas, ça fait plus de 2 ans et demi qu'on travaille ensemble, avec d'autres athlètes aussi, pour le développement, comme on a dit, de la cognition et de la vue périphérique. Il faut se rendre compte aussi d'une chose, c'est que tous les jeunes et tous les athlètes sont beaucoup sur leur natel ou leur portable, et la vue périphérique, elle devient de plus en plus diminuée. On est plutôt dans un zoom que dans un grand angle. Donc il y a un gros travail de développement, et ce que Romain fait est exceptionnel en termes de cognition. C'est un développement qui est très complexe. Il faut comprendre aujourd'hui comment le cerveau fonctionne et comment aujourd'hui on peut augmenter cette capacité de traitement d'information et de prise de décision.
Est-ce qu'on peut déceler à un jeune âge les joueurs ou les gardiens, en l'occurrence, qui auront des bonnes capacités juste cognitives? Parce qu'on se base souvent sur le physique pour ce qui est des jeunes, mais est-ce qu'on peut déceler qu'un joueur il va développer des bons réflexes ou cette vue périphérique ou d'autres choses? Alors les réflexes, c'est surtout ce qu'il disait avant, c'est l'action motrice. Lui, il travaille beaucoup avant l'action motrice. Et ce qu'on recherche maintenant beaucoup, c'est là-dessus, c'est le travail de la cognition. Tous les jeunes de Lausanne Sport ont été tous testés par Romain Bordas pour qu'on fasse une évaluation complète, tant au niveau orthoptique qu'au niveau cognition. Puis après, moi, j'ai des programmes où je travaille avec eux, seul, sur ordinateur, pour développement périphérique et simple de traitement d'information. Et l'instinct dans tout ça, l'instinct du buteur, mais là du gardien. Mais l'instinct est toujours important et très important sur tout le travail qu'on appelle sur du temps court, c'est-à-dire la frappe. Sur le 1 contre 1, je dois avoir une très forte cognition parce que je dois savoir quand je déclenche pour être dans l'espace. Mais par contre, je dois aller très vite dans le travail d'action motrice. Donc là, l'instinct est très important. Mais tout le reste, il y a beaucoup de réflexion et beaucoup de traitements d'information qui doivent se faire. Une question encore, si vous observez ce qui se passe en Super League aujourd'hui, quels sont les gardiens qui vous paraissent le plus tenir compte des éléments que vous nous avez expliqués, de ce positionnement dans l'espace, de cette prise d'informations très tôt et des messages qu'ils peuvent renvoyer de par leur positionnement et à leur défense et aux adversaires? Bonne question. Je ne connais pas tout ce qui se passe dans tous les clubs, mais tous les entraîneurs de gardiens sont venus dans la formation à l'ASF où je donne les cours, donc je les connais bien tous. C'est des développements qui sont pointus. On est plus sur de la réactivité quand on travaille, la plupart du temps, que ce soit à bas, libé, etc. On va moins chercher ces situations-là, on va moins chercher ces détails. Et quand on voit le deuxième but que Fon Balbos prend aujourd'hui, qu'est-ce qu'il fait? Il fait une erreur gravissime, il fait un relâchement. Et quand il retombe sur ses appuis, le ballon a fait 5 mètres. C'est fini, il ne peut plus plonger et faire la différence à droite. Donc tout ça, c'est des choses qu'on doit travailler. C'est long, c'est compliqué, mais il faut aller chercher le détail. Puis il faut surtout chercher la cause, le pourquoi je fais faux. Votre gardien exemplaire, votre gardien exemple, alors on ne va pas forcément le chercher en Suisse, on ne va pas vous chercher des ennuis, mais de manière globale, quel est le gardien sur lequel vous inspireriez? En bon suisse, je dirais Yann Sommer. Ça, c'est une bonne réponse. Non, mais Yann, je pense, est excellent. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, si Yann n'est pas dans l'excellence, avec sa taille, il ne pourrait pas jouer au niveau où il est. Donc, il est dans l'excellence dans la plupart des situations. Merci Thierry Barnera de toutes ces explications. Je crois qu'on a bien compris, c'est très intéressant. On va s'arrêter tout à l'heure sur le but pris par Fon Balbos, le but d'Okafor, je crois. On va le voir tout à l'heure. On va passer à la Super League et avec un match qui a eu lieu hier du côté du Kibun Park, Saint-Gall, avec un Lugano qui continue d'engorger des points. Entre un Lugano qui va mieux et un Saint-Gall qui restait sur une grosse défaite face à Lucerne. Un match assez ouvert, vous l'avez dit, surtout pour les Tessinois qui se sont fait les auteurs d'une bonne prestation. Au quart d'heure, c'est les Luganais qui trouvent Carlignos, qui talonne pour Gerndt. Le Suédois se retourne et frappe. Stojanovic est battu. Et les Bianconeri se lancent parfaitement dans ce match 1-0 pour Lugano. Juste avant la mi-temps, les Tessinois qui se font plaisir à mi-terrain avec une belle triangulation. Gerndt, qui était au départ de ce mouvement, reçoit un bon ballon. Il offre le 2-0 à Carlignos, mais Carlignos, lui, manque complètement le cadre de manière inexplicable. Saint-Gall a eu très chaud, mais ce n'est que partie remise. L'homme du match se nomme Alexander Gerndt. Sur un très bon ballon de Lavanchi à la 49e, il remet de la tête dans les 16 et Sabatini scelle le score. 2-0 pour les hommes de Celestini. Battu 3-0 par Lucerne le week-end dernier, Saint-Gall s'incline une nouvelle fois, même si les Brodeurs se sont battus en seconde période pour revenir avec, entre autres, un poteau de Sierro. Johan, Lugano était quasiment relégable et là, on les voit rapidement se rapprocher des places européennes. Donc Fabio Celestini est en train de réussir son pari. Tout à fait. Vous savez, Lugano, c'est une équipe du sud du pays. Ils aiment le printemps. J'ai l'impression qu'ils renaissent un petit peu de leur cendre. Vraiment, le message de Celestini commence à payer avec, c'est vrai, beaucoup de réussite, notamment à l'extérieur. Ils font beaucoup de points, ils sont solides. Et puis, on l'a vu par 2 ou 3 triangulations avec leur capacité technique quand même intéressante. Un super Gerndt aussi.
ils se sont montrés très réactifs, très solides pour tenir le match, la victoire qui est totalement méritée. À l'inverse, Saint-Gall est un peu dans une passe difficile. On a vu beaucoup de Saint-Gallois jouer assez seuls, finalement, assez peu de cohésion, même s'ils se sont beaucoup battus, que Sierro s'est montré dangereux. On a de la peine à marquer des buts ces temps du côté Saint-Gallois. Oui, et quand Sierro va moins bien, on sent aussi des difficultés pour cette équipe de Saint-Gall. Donc elle est assez tributaire de 2 ou 3 éléments. C'est vrai que c'est une passe un peu plus difficile pour les hommes de Zeiler actuellement. Thierry Barnera, je vous ai vu sourire, je me permets de vous poser la question. Vous vous exprimez surtout sur les gardiens, mais ce qu'a manqué Carlinos avec le but vide, on a l'impression qu'il n'a plus qu'à pousser le ballon au fond. C'est aussi un manque de concentration. Est-ce qu'il n'est pas surpris de la situation juste avant qui précède l'avenue du ballon? C'est ça qu'on a se posé comme question. Et je pense qu'il est surpris de la réaction du gardien et que le ballon arrive vers lui. C'est pour ça qu'il loupe malheureusement son geste. C'est pour ça qu'il n'est pas prêt juste derrière à la mettre au fond. L'autre match d'hier, c'est un match qui n'est pas allé à son terme. C'est le match entre Sion et Getse. On va revoir tout de même ce qui s'est passé en première période, puisqu'il y a eu 2 buts. La première réussite est signée Uldrikis, qui a pesé sur cette rencontre. Johan, il a été très bon en première mi-temps. Il a marqué après 20 minutes. Oui. Uldrikis, vraiment très à son affaire dans tous les bons coups, que ce soit là en conclusion de ce centre de Legnani ou là au prolongement de la tête de cette longue touche. Un FC Sion qui a maîtrisé son sujet, qui s'est montré plus entreprenant face à, il est vrai, un Getse assez moribond et en pleine crise actuellement. Ouais, Casami qui avait marqué la joie du Sédunois. Et puis après, au retour des vestiaires, juste après la mi-temps, des scènes que l'on n'aime vraiment pas du tout voir, on le dira jamais assez dans le football, avec ces fumigènes qui sont lancés sur la pelouse. Monsieur Tchoudi qui est obligé de rappeler les équipes. Il va y avoir un effort des officiels et l'équipe de Getse qui va tenter d'aller raisonner les ultras de Grasshopper sans y parvenir. Et finalement, le match va être interrompu. On en a parlé déjà ce week-end. On a vu plusieurs personnes prendre la parole. Il doit y avoir sanction, comme il y a eu en 2011. En tous les cas, victoire par forfait pour le FC Sion, ça semble la moindre des choses. Encore que c'est la commission de discipline de la Ligue qui va se prononcer. Et puis des matchs à huis clos, voire peut-être même un retrait de points. C'est possible, à voir s'il y a eu des précédents. Je pense qu'il faudra avoir une ligne de conduite, mais je crois que les dirigeants, autant zurichois que sédunois, étaient assez unanimes, bien sûr, à regretter ce geste qui n'est pas bon ni pour Sion d'ailleurs, qui était plutôt embarqué dans un bon match, ni pour les joueurs de Grasshopper, qui s'enfoncent dans la crise. Et donc là, il faudra des sanctions exemplaires pour que tel événement ne se reproduise plus. Votre opinion sur ce qui s'est passé à Tourbillon hier, Thierry Barnera? Bon, c'est dommage, comme tout le monde le dit autour de cette table. C'est regrettable par rapport à l'image qu'on donne du football, et notamment pour les jeunes. Donc, pour moi, tous ces gestes-là doivent être... ne plus exister, je dirais, sur les terrains. Toi, tu es puni. En tout cas, il y a un homme qui en avait gros, comme on dit. C'est le président de Grasshopper après la partie, qui, on me dit qu'on va pas prendre l'interview du président de Grasshopper finalement. Alors on va passer au prochain match entre Zurich et Xamax, match qui s'est déroulé aujourd'hui du côté du Lexigrund. On reste avec des Zurichois et un match qui s'est joué, Johan Lonfa, en deuxième période avec une première occasion à la 52e avec Odey qui parvient juste à effleurer le cuir. Walter est bien présent. Oui, c'était une des seules actions dangereuses de Zurich jusqu'alors, qui procédait plutôt par des coups francs et des tirs lointains. Et puis finalement, Neuchâtel, qui avait bien résisté et s'était créé les meilleures occasions, va ouvrir le score de manière assez logique. Premier but pour Dinardo en Super League avec le bon travail préparatoire de Nuzzolo. C'est Xamax qui a bien résisté, qui s'est bien organisé en défense, qui parvient à trouver la faille. On se dit que là, on est parti pour un bon coup pour Xamax, mais les Xamaxiens vont un peu hésiter entre continuer d'attaquer ou alors défendre encore et toujours. Et Zurich va parvenir à se réveiller. Il y a une occasion à l'heure de jeu pour Don Johnny. Oui, il semblait avoir fait le plus dur, Xamax. Résister, se procurer des occasions en contre, ouvrir le score. Et puis,
voilà, 2 erreurs, je dirais, de placement. On parlait des problèmes cognitifs. Là, en l'occurrence, je ne sais pas si on va... Voilà, on voit le joueur 27 qui lit mal la trajectoire, qui fait le pas de trop devant. Et Kololi peut, par 2 fois, tromper le portier Walter. On joue la 73e minute, donc il y a aussi la fatigue, c'est clair. Mais cette erreur d'inattention, elle a coûté cher aux joueurs Xamaxien. Ouais, Dzemaili, encore une fois, là, qui n'arrive pas à mettre le pied sur le ballon. Et puis Odey, qui avait failli marquer au retour des vestiaires, qui trouve la faille. C'est quelques instants plus tard, en fait, Xamax qui perd quasiment tout en l'espace de 4 minutes, faute d'avoir su résister et continuer de bien se placer. Exactement. Donc, trop de largesse, tout à coup offerte, notamment à Kololi, là, qui va dans l'espace, qui fait un travail préparatoire magnifique après pour résister et servir Odey. Mais ces deux erreurs d'inattention, ces 2 manques d'agressivité défensive ont coûté cher aujourd'hui aux joueurs de Xamax. Ouais, du côté de Zurich, on pousse un ouf de soulagement. On va écouter la réaction de Grégory Sertic. Grégory, j'ai envie de dire que ça a été très compliqué. Il fallait trouver des solutions face à cette équipe de Xamax qui a bien défendu. Il fallait attendre la 73e minute finalement. Ouais, c'est ça, une très bonne équipe, bien défensive. Avec leurs 5 défenseurs, leurs 2 milieux de terrain très défensifs qui ne permettent pas de jouer entre les lignes. Donc ça a été compliqué. On est arrivé à bout, c'est bien, c'était pour le collectif, pour l'équipe, pour la confiance, c'est quelque chose de bien. Voilà, je pense qu'on maintenant il faut débuter une série, il y a la trêve internationale qui arrive, ça permet de récupérer. Je pense que les organismes ont bien pris avec l'Europa League et la Coupe de Suisse. Donc voilà, ça sera bien de se reposer et de repartir du plus belle, comme je dis, pour fin de série. Vous étiez sur 4 matchs justement, hein, sans la moindre victoire. On a senti aussi une équipe qui est un peu tendue, notamment défensivement. Ça va faire du bien finalement cette victoire. Comme j'ai dit, ça va faire confiance, ça va donner la confiance à tout le monde, aux défenseurs, aux attaquants, parce qu'ils ont marqué aujourd'hui. On s'était créé dans les matchs précédents pas mal d'occasions, mais on n'arrivait pas à les conclure. Là, ça a été fait, nos 2 attaquants marquent. C'est bien, comme je dis, pour la confiance et pour le groupe, ça va faire du bien. Donc maintenant, on va profiter. On a écouté l'équipe gagnante. En parole au perdant maintenant avec Thibaut Courbat. Thibaut, beaucoup de déceptions, j'imagine, pour votre équipe. Ça a failli tenir. Pendant 73 minutes, vous aviez même la victoire ici au Letzigrund. Ouais, je pense qu'on a fait une très grosse première mi-temps. On leur a rien laissé. Ils ont dû jouer avec des longs ballons. Après, en deuxième mi-temps, je pense qu'on a eu un peu plus de déchets, ce qui a fait qu'on a un peu plus subi. Et puis après, logiquement, ils se sont créés des occasions. Et puis voilà, on a encaissé. C'est dommage, je pense qu'on avait de quoi faire mieux. Et puis de au moins partir avec un point. Ce que Xamax va maintenant faire, c'est être encore plus précis lorsqu'il récupère le ballon pour se montrer plus dangereux. Ouais, ou tout simplement être plus constant sur tout le match, comme on l'a fait contre Sion par exemple. Et voilà, maintenant on va apprendre de cette erreur et puis on va essayer le prochain match de corriger le tir. Thibaut Courbat sous son petit parapluie, avec une analyse claire, il faut être présent tout au long du match. C'est ce qu'on a dit, c'est ce manque qui a fait que Xamax aujourd'hui ne parvienne pas à ramener quelque chose. Ouais, tout à fait. Je pense que le dispositif de Stéphane Anchaud était le bon. Donc très solide défensivement, agressif sur le porteur du ballon, se projeter en contre. Donc ça a bien joué 70 minutes. On a vu d'ailleurs des sifflets un petit peu dans le stade de Letzigrund. Donc Magnin n'était pas très content à la mi-temps. Il n'y avait pas vraiment de danger. Et puis comme quoi... Un match, c'est 90 minutes, ça peut vite tourner. Le 1-1 et le 2-1 sont survenus en 5 minutes. Et puis après, c'était trop tard. On va passer, Vincent, à Thun-Lucerne. Là aussi, il y a eu des réussites. Un match intéressant entre le 3e et le 4e, avec un Lucerne qui a une nouvelle dynamique depuis l'arrivée de Thomas Seberly, véritablement en forme. Les Lucernois qui ont posé beaucoup de problèmes aux joueurs de l'Oberland bernois. On va, pour l'illustrer, prendre cette action de la 44e avec ce relais magnifique entre Endeng et Schurpf. La remise de Schurpf en talonnade et puis Endeng qui manque le cadre. On était juste avant la mi-temps. Lucerne qui s'est procuré de nombreuses occasions en première période. On n'a presque pas vu Thun. Et pourtant, ce sont les joueurs de l'Oberland qui vont se réveiller après la pause. Schwitzer rentre sur son pied droit et frappe Rater. Tsibung qui se couche renvoie malheureusement pour lui ce ballon dans son but. C'est un but contre son camp. Johan, Thun qui une nouvelle fois a un second souffle en seconde période. Tout à fait. Thun, c'est les spécialistes des deuxièmes mi-temps, alors qu'ils étaient assez moribonds en première période. Là, c'est vrai, ils mènent au score de manière assez chanceuse, il faut le dire.
Et puis les Lucernois qui vont finir par trouver l'ouverture. Vargas, un centre pour Schürpf qui vient couper cette balle. Magnifique but de Lucerne. Schürpf qui marque encore une fois de la tête, mais quel joueur dangereux dans le jeu aérien, Johan. Oui, c'était très logique hein, au vu du match, au vu des nombres d'occasions que sont créés les Lucernois. Schürpf, tel un taureau, hein, coupe cette trajectoire au premier poteau. Rien à dire, c'était en tout cas un match nul totalement mérité. Thierry, regardez bien cette action avec ce lob tenté par Demachaille en toute fin de match, ballon qui tombe sur la latte. Est-ce que Favre a raison de sortir à cet endroit-là? Ce qu'il faut savoir, c'est le début de l'action, pourquoi il est aussi haut. C'est ça, parce que sa position est beaucoup trop haute sur le terrain. On ne doit jamais, contrairement à tout ce qu'on entend, on n'est jamais lié au bloc défensif. La seule chose qui nous gouverne d'abord, c'est le ballon. Et après, c'est une opposition ballon. Et après, on regarde le bloc défensif. Donc, on n'est pas lié au bloc défensif. Tout le monde croit qu'on doit couvrir la profondeur par rapport au bloc défensif, ce qui est complètement faux. Et si vous regardez des Neuillères, des choses comme ça, sur des terrains où on voit tout le terrain, Neuillère va être à 16 mètres quand le ballon est à 70 mètres. Et là, je ne sais pas. C'est en fin de match, donc ça peut être une situation un peu différente. Suite à cette rencontre, on a tendu notre micro à Grégory Carlon. Grégory Carlon, un match difficile aujourd'hui, des conditions particulières. Vous meniez 1-0, mais finalement, c'est un bon match nul. Oui, c'est un bon match nul. Après, c'est clair qu'aujourd'hui, on voulait gagner pour faire un peu plus le trou. Avec ce match de Zurich, c'est vraiment dommage. Mais aujourd'hui, je ne pense pas qu'on fait un match suffisamment bon pour prendre les 3 points. Il faudrait voir pour mieux gérer les contre-attaques aussi, et plus décisif. Après, sur la fin du match aussi, on peut se faire surprendre de nouveau, donc il faut faire attention à tout ça. Qu'est-ce qu'il va falloir faire justement ces prochains temps? Vous avez 2 semaines de pause avec l'équipe nationale maintenant, 2 semaines pour reconstruire un tout petit peu et retrouver un peu plus de percussion offensive. En première mi-temps, ça a été très stérile. Je pense qu'on est quand même dans une bonne forme. Contre Zurich, on a eu beaucoup d'occasions. Aujourd'hui, c'était compliqué contre une équipe qui était aussi très en forme. Ils ont battu IB 4-0, donc cette équipe, elle n'a rien à envier. Je pense qu'aujourd'hui, on est sur une bonne série. Ça fait longtemps qu'on n'a plus perdu un match non plus, donc il faut continuer sur cette voie et puis aborder le match de Xamax comme il faut. Une dernière rencontre à regarder, à examiner, à analyser, c'était la rencontre phare, le choc entre Bâle et Young Boys. Il y a pas mal d'écart de points entre ces deux équipes, mais en effet, c'était le leader contre son premier poursuivant, IB qui se déplace du côté du Parc Saint-Jacques, et puis Bâle qui est sur une très bonne dynamique ces temps. Ils n'ont plus perdu depuis 8 journées. Les Rhénans, ouverture du score à la 17e sur un corner de Soufi, Souriki va marquer avec l'aide de Von Balmos et Desbichères, un but un peu confus. Souris 7 du bras et finalement c'est un contre son camp Desbichères, Yon. Oui, mais je pense que c'est un but qui est logiquement accordé parce qu'il vraiment il marque avec tout son corps finalement. Et puis un jeu de rebond qui n'est pas profitable aux joueurs bernois, mais c'était assez logique au vu de l'entame de match des ballons. Les hommes de Seoane qui ont été un peu absents dans cette mi-temps, et pourtant, 41e minute, un ballon d'Assalé que personne ne touche sauf Nsame, seul au deuxième poteau, la défense qui s'est oubliée. Oui, on voit bien la présence de Nsame tout seul au deuxième poteau, à l'affût, puis ce ballon qui passe tout le monde. Et Nsame, il ne faut pas le prier pour qu'il marque son 9e but de la saison. Le 9e but pour Nsame, il va marquer le 10e pas longtemps après. 3 minutes plus tard, sur un coup franc Desbichères au deuxième poteau, Camara remet devant la cage et Nsame, c'est trop facile pour lui de marquer dans cette position-là, oublié une nouvelle fois par la défense. De nouveau très opportuniste, et là on peut relever quand même un peu d'apathie, un peu du côté statique des joueurs bâlois qui réagissent au lieu d'agir. Nsame, lui, il ne se pose pas de questions, il flaire la remise de Camara. Rien à faire pour le gardien, Humlin en l'occurrence. On pensait le match plié et pourtant Bâle va revenir sur cette action. Nsame va dégager une première fois, ballon qui revient sur Nsame, il remet le ballon, cette fois-ci dans l'axe, dans les 16 de Okafor qui peut marquer le 2-2 d'une superbe frappe. Bâle égalise. Ouais, Okafor qui est l'homme en forme aussi de Bâle actuellement. Et puis cette reprise, elle ne doit rien à personne, en demi-volée. Voilà, avec l'aide du rebond, pas facile pour le gardien, quoique. On aura le temps d'y revenir juste après, Thierry. On va isoler cette séquence pour vous, mais on va finir tout de même les occasions de cette partie avec Young Boys à la 62e, un corner. Benito est seul pour placer sa tête. La défense bâloise qui inquiète de plus en plus dans cette partie. Ouais, on connaît les fins de match de Young Boys. Là, en l'occurrence, de nouveau, Benito étrangement seul au point de pénalty. Et puis encore cette occasion de la 64e avec ce centre contré de Ngamaleu qui va toucher 2 fois la latte.
L'action se poursuit à Salé, centre pour Fasnacht, seul à 3 mètres qui met sa volée par-dessus. Ouais, un manque de réussite dont on n'a pas l'habitude du côté bernois. Ce double contact sur la barre et puis cette reprise de Fasnacht du plat du pied. Malheureusement pour les Bernois, ce ne sera pas une victoire sur ce coup-là. Ouais, 4e match et cette fois-ci, IB n'a pas réussi à marquer le but victorieux dans les arrêts de jeu. Ça fait un peu une fin de série pour IB. Thierry Bernard, on va revoir avec vous ce 2-2 de Cafor parce que selon vous, il y a une erreur de Von Balmos sur ce but. Il y a deux choses, c'est qu'il est haut, il est à 5 mètres, donc il réduit beaucoup la distance entre le frappeur et lui, donc ça manque de temps. Et après, vous verrez, il fait un relâchement, il saute au même moment que le joueur frappe, et quand il revient sur ses appuis, malheureusement, le ballon a fait 5-6 mètres. Donc déjà en étant haut, je diminue mon temps de réaction, et en plus, si je fais mon relâchement, je repère encore du temps, donc c'est impossible. Là, hop, relâchement est revenu. Ça veut dire qu'il ne s'attend pas forcément à ce que Okafor frappe de cette manière. Ouais. Exactement. Mais c'est pour ça que lui, dans sa position, il reste haut parce qu'il ne sait pas encore si le dégagement, les gens vont venir presser, à lui de reculer et de fermer son but. Et donc, score final de partout. Score final de partout. Et puis la réaction d'un Balois pour commencer, Fabian Frey. Avec un homme qui a beaucoup couru, comme toute son équipe aujourd'hui, Fabian Frey. Quel match vous avez livré? Belle prestation du FC Bâle. Ouais, je crois qu'on a vraiment montré que les 21 points qu'on est derrière, les qualités ne sont pas comme ça. On a bien commencé, on avait marqué le 1-0, on reçoit dans 5 minutes les deux buts. Et après, la réaction en deuxième mi-temps était bien. À la fin, je crois, les deux équipes ils pouvaient marquer la troisième. Et à la fin, il faut dire c'est mérité pour les deux comme ça. C'était important pour le FC Bâle de montrer à Young Boys on est mieux que cet écart, on sera présent l'année prochaine, même si pour cette année ça semble un peu tard. Oui, c'est clair. C'est pas seulement pour montrer pour IB, c'est aussi pour nous. Ça nous donne confiance, claire. On a beaucoup de possibilités aussi de marquer les buts. Et comme ça, il faut continuer maintenant. Et aussi, je crois, les spectateurs au stade, ils ont vraiment vu un bon match aujourd'hui avec des bonnes performances des deux équipes. Et comme ça, ils peuvent revenir. L'objectif, c'est la coupe. C'est clair, c'est difficile de dire 10 jours avant la fin de la saison. Le but, c'est la coupe. Mais c'est clair, avec le match contre Zurich, c'est déjà spécial pour les spectateurs, je crois, avec le derby. Il faut gagner là le semi-final et après, au final, c'est toujours tout possible. Fabien Frey, satisfait. Johan, on sent que les Balois avaient vraiment à cœur de faire un résultat contre Young Boys aujourd'hui. Oui, on se rappelle quand même de la gifle infligée par les Bernois 7-1. 7-1 au premier tour, donc forcément un esprit un peu de vengeance. On joue la suprématie aussi du pays actuellement avec ce match au sommet qui était un match de belle qualité avec des buts, deux équipes qui ne calculaient pas. Et donc on a vu un match intéressant. Maintenant, Bâle, pour eux, une dernière partie de saison avec cette demi-finale de la Coupe et puis l'obtention du deuxième ticket pour la Champions League, c'est aussi une fin de saison intéressante pour les Balois. Du côté de Young Boys, un homme a marqué 2 buts, c'est Jean-Pierre Nsamé. On l'écoute. Jean-Pierre, ce choc a tenu toutes ses promesses. Aucun cadeau sur cette pelouse entre Bâle et IB. Non, aucun cadeau. On savait que ça allait être un match difficile, je pense qu'on l'a bien vu. Mais je pense que cette partie a aussi offert des buts et je pense que c'était plaisant cet après-midi de voir un match avec une telle intensité. Maintenant, nous on est contents, on aurait aimé gagner ce match, mais parfois il faut aussi savoir reconnaître la difficulté de l'adversaire et se satisfaire de ce point. Justement, vous meniez 2-1 un peu à la surprise générale parce qu'en première mi-temps, Bâle vous a posé beaucoup de problèmes. Oui, c'est sûr. En première mi-temps, on n'arrivait pas à trouver les solutions. Peut-être un petit manque de rythme aussi ou peut-être un peu de mal à se mettre dans le match. Mais après, je pense que le but qu'on prend a le mérite aussi de nous réveiller. Et puis on voit que en 5 minutes, on est capable de repasser devant. Maintenant, il faut continuer comme ça et peut-être tirer des leçons aussi de ce début de match où il faut être tout de suite à 100%. On a encore une réaction à vous proposer du côté d'IB avec le défenseur Kevin Mbabou qui nous explique notamment pourquoi il n'est pas de la sélection avec l'équipe de Suisse. Avec un homme qui a parcouru énormément de kilomètres, aujourd'hui on a l'impression que Kevin s'est vraiment éclaté dans ce choc. Ouais, j'ai essayé, vous savez, on attend tous ce choc.
comme ça soit pour nous, comme les Ballois. Et j'essaie de faire du mieux que je pouvais pour essayer d'avoir les 3 points. Mais malheureusement, on n'a qu'un point, mais c'est un très bon point pris. On a l'impression que c'était une partie d'échecs et que finalement, Bâle vous a posé pas mal de soucis. Oui, c'est vrai qu'en première mi-temps, avec les 3 joueurs au milieu, on avait beaucoup de problèmes. C'est pour ça qu'au milieu de la première mi-temps, on a un peu changé le système pour un peu les bloquer. Et c'est ce qu'on a réussi à faire. Et je pense que sur la deuxième mi-temps, on mérite de marquer ce 3e but. Mais malheureusement, avec un peu de malchance, ça ne s'est pas rentré. On sort un peu du contexte du match. On a lu cette semaine que vous n'étiez pas fit à 100% pour rejoindre l'équipe nationale. Quand on vous voit jouer aujourd'hui, on a l'impression de ne pas avoir lu la bonne dépêche. Qu'est-ce que vous avez à dire à ce sujet ? Non, c'est vrai, j'étais pas censé jouer ce match. Et voilà, j'ai beaucoup parlé avec le coach. J'ai pris beaucoup de risques en jouant aujourd'hui. Et voilà, tout s'est bien passé. Je me suis bien senti. Donc voilà, j'ai profité de cette trêve internationale pour bien récupérer et me préparer pour la fin de la saison. Décision du joueur, ou alors est-ce qu'on aurait pu lui insuffler l'idée de ne pas rejoindre la sélection pour vraiment être à fond avec Young Boys jusqu'à la fin de la saison? J'ose espérer que c'est une décision collégiale. Je pense que ça a du sens pour un joueur qui revient quand même d'une blessure, de ne pas enchaîner. Je ne dirais pas de manière inutile, parce qu'un match avec l'équipe nationale, c'est important, mais peut-être de charger un petit peu le corps à ce moment-là. Je pense qu'il a pris la bonne décision en retrouvant ses aptitudes avec son club. Et puis je pense que d'autres sélections vont arriver pour lui. Ouais, à n'en pas douter. On a terminé le tour de cette 25e journée avec vous, Vincent. On récapitule tous les scores et les incidences au classement. Et donc 25e journée, 2 matchs hier soir avec la partie interrompue du côté de Sion face à Getse. La victoire de Lugano 2-0 sur Saint-Gall. Cet après-midi, match nul entre Bâle et IB 2-2. Match nul également entre Thun et Lucerne, 1-1. Et la victoire de Zurich au Letzigrund face à Neuchâtel 2-1. Au classement, pas de différence entre le premier et le deuxième, même si l'écart reste très important. Ce qui va nous intéresser surtout, c'est le FC Sion qui n'a pas encore reçu la décision de la Ligue et qui potentiellement devrait avoir 3 points supplémentaires et se retrouver à 1 point de Lugano. Neuchâtel 22, Getse 18. On jette un œil sur la prochaine journée, la 26e. Ça sera après la pause des équipes nationales avec Bâle qui ira jouer du côté de Lucerne. Sion qui va recevoir Zurich. Grasshopper va jouer chez lui contre Lugano. À voir s'il y aura déjà des décisions à ce moment-là. Neuchâtel Xamax reçoit Thun. Et puis Young Boys affrontera Saint-Gall. Messieurs, c'est le moment de se détendre un petit peu. C'est une rubrique qu'on aime beaucoup, à laquelle vous participez. Pas Vincent, du tout. Pas du tout. C'est quelqu'un qui me ressemble beaucoup, mais c'est pas moi. Ouais, c'est What the Foot. Vous nous dites un mot avant de le lancer ou on le lance comme ça? Non. On le lance comme ça? On le lance comme What ça. the Foot. Il y a clairement un problème de plagiat dans le foot. De plagiat? Bah oui, il y a tout le monde qui imite Kololi. Messi, il tire les pénaltys comme lui. Ouais, mais c'est pas lui qui l'a inventé, c'est une panenka. Ok, mais on lui vole aussi ses célébrations. Ah, alors ça par contre, on peut l'appeler une Kololi. Entre commenter du foot suisse ou se laisser distraire par les paysages, Laurent Gorgera hésite encore. Un quart d'heure qui fait que nous sommes concentrés sur la pelouse et non pas sur les montagnes avoisinantes, sur le Niederrand placé devant nous, sur ces magnifiques Alpes bernoises, Eigermünchjungfrau enneigées, mais aussi prise à l'heure actuelle dans un brouillard. Il fait un temps un peu bizarre, il a plu, il y a quelques rayons de soleil, il y a quelques nuages bas. Bref, rien pour empêcher une pratique correcte du football et un match intéressant. Ah, il doit vraiment être intéressant ce match. Si Casso est relégué en fin de saison pour 1 point, ça sera la faute de Perico. Parce que provoquer un pénalty alors que le ballon est au milieu du terrain, faut pas pousser quand même. Bah si, justement. Score final 1-0 pour Vaduz. Merci Perico. Il est toujours intéressant ce match entre Thun et Zurich. Le soleil, vous le voyez, fait son apparition à la Stockhorn Arena. Et ce que vous ne voyez pas, c'est qu'il y a un magnifique arc-en-ciel côté capitale, côté Berne. Maradona a trouvé une nouvelle idée pour booster son équipe, passer dans un tunnel à son effigie. Comme ça, ils sont gonflés à bloc. Ah, il manque pas d'air, le Diego. Il est sûr qu'il s'ennuie pas devant son Thun Zurich. Odet, lui, il est du 15 janvier 98. Il y a 3 joueurs qui sont du mois de janvier, si vous aimez l'astrologie. Odet du 15 janvier, Karabaté du 26 et Salim Khelifi du 26 aussi.
Les Kalifi est 6 ans plus âgé que Karabadze. 94 l'année de naissance de Kalifi, 2000 pour Karabadze. Et Maxo, lui, c'est un Danois de 1994. Voilà, on va s'arrêter avec ces chiffres. Vous pouvez peut-être les utiliser pour jouer à l'euro-million ou à la loterie suisse. Avec un peu de chance, vous gagnerez. Bingo! C'est facile de se moquer, Vincent, mais j'en connais un qui devrait peut-être balayer devant sa porte. Ce sera un hors-jeu. Avec l'image fixe en mouvement. Et ça, c'est une jolie figure de style, une image fixe en mouvement. Donc dans le flou du mouvement, ce sera plus clair. Ah ouais, c'est vraiment plus clair. Ok, je pars, on bâche. Merci, Sinam, bonne soirée. Et à la prochaine. Ouais, magnifique, Laurent Gourgera. L'image fixe en mouvement, on va la conserver, Vincent Rigoulet. Non, dans le flou du mouvement. Le flou. Et c'est beaucoup plus clair. Oui. Merci d'avoir été des nôtres. Cette rubrique, Johan, ça vous fait sourire. C'est quand même autre chose, le foot, quand on peut en rire plutôt que de voir ce qui s'est passé du côté de Plutôt que les Tournon. images d'hier, oui, non, c'est clair que le foot, c'est du plaisir avant tout. Et si on peut rigoler aussi, tant mieux. Ouais, c'est du bonheur. Merci, Johan Lanfroy, d'avoir participé à tout ce week-end. On vous retrouve bientôt, bien évidemment, sur Téléclub. Thierry Barnera, votre actualité, votre suite à vous, c'est les juniors, c'est l'enseignement, c'est la cognition, c'est tout ça? C'est continuer à développer pour que les athlètes ils deviennent de plus en plus performants, que ce soit de la Super League à la formation et à des jeunes qui ont envie d'apprendre. Et qui continue à nous faire rêver. Merci d'avoir été des nôtres sur ce plateau. Le prochain rendez-vous sur Téléclub, c'est tout bientôt. C'est la Serie A avec le derby de la Madonnina, les deux Milan qui s'affrontent et Daniel Romano qui sera présent pour vous présenter, analyser tout ça en votre compagnie. Restez donc sur Téléclub. Merci de nous avoir suivis. Merci aux équipes techniques. Merci à la régie. Une excellente fin de week-end et à bientôt. Au revoir.